va aborder la question de Paris Climat 2015, mais pas seulement. On va élargir un petit peu le débat. Les enjeux en pratique, ça c'est l'intitulé, mais on parlera aussi de manière un peu plus générale du rapport des hommes avec ce qu'on appelle la nature ou la biosphère. Mais bon, donc on est dans le contexte où la France a été officiellement nommée pays hôte de la 21e conférence climat en 2015. C'est Paris Climat 2015. On va voir ce que peut changer cette conférence, quels en sont les grands enjeux, qu'est-ce qu'on peut en attendre et aussi qu'est-ce qu'on doit ne pas en attendre. Et pour répondre à toutes ces questions, je vous présente nos invités. Tout d'abord, Almir je vais jamais y arriver, Narayagoma Yara. Alors, Almir Suri, voilà, on va dire comme ça. Vous avez écrit Sauver la planète, le message d'un chef indien d'Amazonie, un livre qui raconte, un livre qui est un peu le testament d'Almir à ses enfants et qui raconte son combat pour la reforestation des forêts d'Amazonie, qui sont le poumon du monde en quelque sorte, puisque ce sont des forêts qui ont pour capacité de capturer le carbone, donc qui sont en elles-mêmes une forme de réponse au réchauffement climatique. Ensuite, André Stanguenec, bonjour. L'humanisation de la nature, vous êtes philosophe. Et donc, vous avez écrit ce livre, L'humanisation de la nature. Alors là, on est vraiment du côté de la philosophie et ça nous permettra de prendre un peu de hauteur et de ne pas rester simplement dans les phénomènes du changement climatique, quoi que ce soit déjà très haut, mais de reconsidérer un petit peu le rapport de l'homme à la nature et de voir en quoi l'homme a une action ou pas et a un regard ou pas sur les changements de la nature et les changements, voir aussi ce qu'est la nature, comment est considérée la nature par l'homme et si effectivement qui doit s'adapter à qui, ce sera peut-être la question. Et celui par lequel on va commencer, c'est Stéphane Aykut. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et vous êtes surtout le co-auteur de ce livre, Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales. C'est un gros livre qui retrace un petit peu les affres de cette mobilisation pour tenter de lutter notamment contre le réchauffement climatique. Alors la première question va être pour vous, c'est cette fameuse COP21, on en parle beaucoup, qu'est-ce qu'on peut en attendre et dans quel contexte elle s'inscrit, notamment par rapport à un précédent échec? Donc oui, peut-être, merci donc déjà pour cette présentation et pour l'invitation. Donc ce que fait le livre, en fait, c'est retracer tout le chemin qui nous mène à cette COP21 et effectivement aussi tracer quelques pistes de développement à partir de cette COP21. Pourquoi cette COP21 est importante? En fait, comme le nom l'indique, donc c'est la 20e conférence des parties. Les parties, ce sont les États qui ont signé et ratifié en fait, la Convention climat qui a été qui date de Rio 1992, Rio de Janeiro. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'un processus multilatéral s'est mis en place pour essayer de trouver des réponses au réchauffement climatique, pour essayer de mettre en œuvre au niveau global des politiques climatiques. Ces négociations ont été secondées par différents moments très importants. Donc on connaît généralement le protocole de Kyoto qui a été signé en 1997. Et ce protocole de Kyoto était le premier à signer des objectifs de réduction des émissions aux pays développés. Ce protocole de Kyoto, aujourd'hui, est dans une phase très difficile parce que plusieurs pays se sont désolidarisés, puisqu'il y a une deuxième phase d'engagement en fait, auquel ne participe qu'un petit nombre de pays. Donc ça c'est un premier élément. Et le deuxième, c'est qu'il y a tout un ensemble de pays, dont la Chine, l'Inde, etc., qui ne font pas partie des pays qui ont des objectifs de réduction, mais qui sont aujourd'hui très très importants en termes d'émissions. Et donc, les négociations à Paris visent au fait à conclure un traité qui
à la fois prendrait le relais du protocole de Kyoto et inclurait ces pays qui ne l'étaient pas auparavant dans un nouveau traité. Ça, c'est du côté des réductions. Du côté, ensuite, il y a aussi les questions d'adaptation au changement climatique, les questions d'aide aux pays qui vont subir et qui subissent déjà en partie les conséquences de réchauffement climatique. Et donc là aussi, on a des volets sur la finance, sur les questions de comment s'adapter, etc., qui sont très importants et qui vont être dominés des négociations. Alors peut-être, parce qu'on ne l'a pas dit et que c'est toujours bien de le rappeler, quelles sont les principales conséquences en termes écologiques et en termes de vie sur Terre, tout simplement, du réchauffement climatique, il y a quel terme? Parce que c'est vrai qu'on c'est jamais mal de le rappeler. Donc, en ce qui concerne ces conséquences, la référence, ce sont les rapports du GIEC. Donc, le GIEC, c'est le groupe d'experts international sur l'évolution du climat, qui tous les 5 à 6 ans produit un rapport. À chaque fois plus alarmiste. Pas forcément, mais disons qu'à chaque fois très alarmiste de toute façon après, et qui prévoit en gros, qui fait aussi des scénarios de réchauffement. Et ces scénarios de réchauffement, un scénario ça veut dire des prévisions du réchauffement à venir sous certaines conditions, c'est-à-dire si on a une croissance forte, il y aura un autre réchauffement que s'il y a une croissance faible sur les prochaines années. Et donc le GIEC en ce moment prévoit que le réchauffement jusqu'à la fin du siècle pourrait atteindre autour de 3, 4, 5 degrés. Ce qui est énorme si on compare. Il faut rappeler peut-être que la différence entre notre vie, comme nous la connaissons, et l'âge de glace se joue autour de ces chiffres-là, donc 4, 5, 6 degrés. C'est la différence entre une glaciation et une période non glaciaire. Donc, c'est des changements très très importants, c'est des changements ensuite que les scientifiques essayent de regarder en détail. Ça veut dire au niveau mondial 2-3 degrés, ça peut paraître pas beaucoup. Mais en fait, ça veut dire que dans certaines régions, on aura un réchauffement de 4-5 degrés, dans certaines régions, il y aura peu d'effets. Ça veut dire qu'il y a tout un ensemble de phénomènes météorologiques qui se voient modifiés dans des directions que nous connaissons mal. On parle par exemple des phénomènes El Niño et El Niña qui sont très très importants au niveau de la glace pour tout un ensemble de phénomènes météorologiques qui sont organisés et qui pourraient se trouver perturbés, etc. Donc, on parle surtout de l'augmentation du niveau de la mer et d'un nombre très très important de réfugiés climatiques, ce qui est déjà le cas. C'est-à-dire que ça a déjà commencé, c'est pas quelque chose qui est seulement dans le futur. C'est exactement ça. Disons qu'il faut toujours être, oui, les scientifiques le disent, il faut toujours être prudent. Qu'est-ce qui est en fait, il est très difficile à dire pour un événement météorologique précis. Quelle est la part de l'homme, quelle est la part du réchauffement climatique. Nous savons aujourd'hui, malgré toutes les guerres qu'il y a eu l'année 2014, on a 3 fois plus de réfugiés environnementaux que de réfugiés des guerres civiles des réfugiés. Donc déjà aujourd'hui. Et ce qu'on peut prévoir, c'est que ces phénomènes-là, ces urgences pour des questions environnementales, naturelles, etc., vont s'accroître avec le réchauffement. D'accord. D'où l'urgence de tenter de lutter contre le réchauffement climatique, mais en même temps, vu de très loin, on reviendra sur la possibilité ou non de gouverner le climat, parce que c'est le titre de votre livre, mais en même temps, peut-on gouverner le climat sans gouverner l'économie? On voit par exemple que l'Europe est en train de signer un traité transatlantique avec les États-Unis qui donne un pouvoir extraordinaire aux multinationales et que dans le même temps, on voudrait faire des accords pour réduire les émissions de CO2, alors même que l'État les États se départissent de leur rôle vis-à-vis des multinationales. Donc est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu antagonique avec cette idée très belle et généreuse et courageuse de vouloir se réunir pour prendre des décisions communes pour quelque chose qui nous concerne tous au plus haut point et à un point vital, et en même temps de faire comme si ça n'existait pas lors d'autres accords internationaux? Donc, tout à fait, c'est une des thèses centrales, si vous voulez, du livre, si on devait la résumer, c'est que les négociations ces derniers 20 ans, qui ont commencé donc à Rio dans un réel élan en fait, de vouloir gérer tout un ensemble de problèmes, dont le réchauffement climatique n'est pas le seul d'ailleurs, il y a des problèmes de biodiversité, il y avait des problèmes de désertification, pour lesquels il y a aussi des
conventions qui ont été signées à Rio. Donc depuis ces derniers 20 ans que ces négociations-là ont duré, maintenant c'est 23 ans, on voit que les négociations se sont concentrées sur une façon très particulière de comprendre et de gérer le réchauffement climatique, qu'on a résumé par le paradigme de pollution. Ça veut dire très rapidement qu'on va réguler les émissions de CO2. C'est une approche qui est tout à fait loin, qui a fonctionné pour d'autres problèmes environnementaux, comme par exemple les pluies acides, comme par exemple l'ozone. Or, une des thèses que nous défendons, c'est que le réchauffement climatique est un problème qui touche beaucoup plus de domaines, qui est beaucoup plus difficile à gérer, parce que les problèmes sont ancrés dans la façon comment nos sociétés sont construites, comment nous consommons, comment nous produisons. Et donc, cette réduction du problème climatique à la question des émissions a été plutôt problématique aujourd'hui. Parce que c'est un problème de production, c'est un problème de commerce mondial. Donc, vous parlez du traité TTIP, par exemple, et c'est tout à fait vrai. Les émissions d'aujourd'hui sont en grande partie l'effet des négociations sur le libre-échange et des traités sur le libre-échange qui ont été conclus dans les années 70 et 80. Donc, sans ces traités-là, l'essor fulgurant de la Chine et sa trajectoire très importante, très carbonée, n'aurait pas été possible, par exemple. Donc, dans les négociations aujourd'hui sur le commerce mondial, par exemple, le climat ne joue pas un rôle. C'est un réel problème. C'est ce que nous appelons l'enclavement en fait, de la question climatique sur la scène internationale. Enclavement qui a à voir avec le fait qu'on considère le réchauffement climatique comme un problème d'environnement, comme un problème de pollution. Or, c'est un problème de commerce, c'est un problème de développement, c'est un problème de géopolitique de l'énergie. Et c'est un problème humain aussi. Et là, on va revenir. Peut-être qu'on va pouvoir interroger là-dessus Almir, parce que vous êtes très conscient de ce problème, parce que votre pays, c'est une région de la forêt amazonienne. Je ne l'ai pas précisé dans l'introduction, mais vous êtes né juste quelques années après que votre tribu ait eu son premier contact avec des hommes blancs. Et vous avez eu cette intuition géniale de penser qu'il fallait absolument protéger cette forêt. Peut-être au départ, pas par une conscience et une connaissance des enjeux climatiques, etc. Mais cette intuition s'est transformée en connaissance après, parce que vous avez fait des études et vous avez décidé ensuite d'aller sensibiliser le monde et faire réellement pression dans les pays les plus développés et ceux qui voulaient exploiter cette forêt pour la préserver. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu pour nous sur le début de votre combat pour préserver la forêt amazonienne et comment vous avez compris que cette forêt était la solution, une partie de la solution? Primeiramente, quero agradecer o convite. Acho que o tema mudança climática é tema muito importante para toda a sociedade. E entendo que a luta dos povos indígenas, em especial o povo Paitessuruí, qual que é meu povo, não é mais para sobrevivência de dia a dia. Então, assim, a gente aprendeu muito com a floresta e por isso que queremos compartilhar o nosso conhecimento e nossa luta e nossa consciência para o resto do mundo, porque só assim que a gente vamos enfrentar esse desafio que o nosso planeta pode passar e vai passar e está passando. Porque hoje de manhã a gente estava vendo televisão, vi que o Paris passou um dia de muita poluição hoje de manhã, por exemplo. Né? Então, quer dizer, todos esses desafios para a gente, como solucionar, nem nós que temos resposta, mas o que nós sabemos é que cada um deve fazer sua parte. E nós, que conhecemos a floresta, nós podemos ensinar por que floresta é importante.
Como ela vai traduzir, então eu vou passar passo por passo, já falei bastante. Tout d'abord, je vous remercie de cette invitation. Le changement climatique est un thème extrêmement important pour toute la société. Nous luttons en tant que peuple indigène, nous sommes le peuple Païtel Sault-Louis, c'est mon peuple. Nous luttons pour notre survie chaque jour. Au jour le jour, c'est une lutte. Et donc, nous comprenons pourquoi la forêt est importante. Et donc, nous voulons partager cette connaissance. Notre lutte, notre conscience, on veut la faire partager au reste du monde. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons relever le défi qui est déjà passé, présent et futur pour notre planète. Là, ce matin, j'ai vu à la télévision que Paris a connu un gros pic de pollution. Donc on voit bien que ça existe. Tous ces défis sont bien présents et la question c'est comment les relever. Nous n'avons pas la réponse, bien évidemment, mais nous avons une connaissance. Nous savons que chacun doit jouer son rôle, chacun a quelque chose à faire. Donc nous connaissons la forêt, on peut montrer en quoi elle est importante. Et alors justement, en quoi elle est importante à la fois comme réserve de biodiversité et aussi comme élément pour contrebalancer les émissions de carbone. Est-ce que vous pouvez raconter aussi comment vous êtes passé d'une logique d'exploitation de la forêt pour vendre le bois à une logique d'être financé pour la préserver? Comment vous avez réussi à convaincre le monde de vous donner de l'argent pour ne pas couper les arbres? Porque a gente precisa criar consciência e criar políticas públicas de desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Você saber utilizar e você pode explorar tudo o que o planeta nos oferece, floresta nos oferece como serviço, você pode explorar com responsabilidade, estratégia, né? Critérios. Então, não estou falando aqui que a agricultura, a pecuária, a indústria não são importantes na nossa vida, mas é importante. Então, cada vez mais nós vamos ter que pensar critério como a gente pode diminuir o efeito que faz mudança de clima. Então, por isso que a gente resolveu, dentro do nosso território, lutar pela floresta em pé, porque o desmatamento é um dos fatos que realmente ajuda a aquecer globalmente. Né? E assim, como podemos manter a floresta em pé? Criar consciência da política econômica, por exemplo. É possível você explorar a floresta com manejo, com critérios, como eu falei. Né? Então, assim, trazer não produto de quantidade, mas com qualidade, que garante qualidade de vida para a gente, mantendo floresta, mantendo melhoria das questões sociais, mantendo equilíbrio econômico. Né? Então, assim, mantendo o maior nosso desafio daqui para frente, que é a mudança climática, manter o clima equilibrado. Porque a floresta vai e que ela que sequestra esse carbono. Il faut susciter un réveil de conscience et créer des politiques publiques de développement durable. Qu'est-ce que c'est que ce développement durable? Nous savons utiliser la forêt, nous savons qu'on peut exploiter les ressources offertes par notre monde, et en particulier les forêts, les services qu'ils peuvent nous offrir, et de manière responsable. Il faut avoir des stratégies, des critères lorsqu'on exploite la forêt. Je ne dis pas que l'élevage, l'agriculture, l'industrie ne sont pas importants dans nos vies à tous, ce n'est pas ça. Mais de plus en plus, on va avoir besoin de critères pour pouvoir réduire les effets du changement climatique. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé sur notre territoire de lutter pour maintenir la forêt sur pied. Donc on a défini certains éléments pour pouvoir avoir une méthode de développement durable. Et donc comment maintenir cette forêt sur pied? Eh bien, en développant une conscience de politique économique. Il est possible, on a prouvé qu'il était possible d'avoir une forêt avec un développement durable en ayant une gestion, en ayant des critères soignés. C'est-à-dire qu'on se base sur un produit, sur la qualité du produit et non pas sur la quantité du produit. Et ça améliore notre qualité de vie à nous tous. On maintient la forêt sur pied et ça améliore également notre vie sociale, ça maintient un équilibre économique. Le défi que représente pour tous le changement climatique, c'est d'essayer de maintenir un niveau stable, le climat, un climat équilibré.
et la forêt y contribue puisqu'elle capture le carbone. D'accord, on reviendra vers vous, mais avant je voudrais que notre philosophe peut-être puisse nous éclairer, parce qu'il y a une certaine résonance entre ce que raconte Almire dans sa manière de voir la nature, parce qu'il y a, dans le livre il raconte qu'il y a une grande part d'observation de la nature pour en tirer des leçons en termes d'adaptation, des leçons en termes d'imitation aussi, et plus encore que des leçons en termes d'exploitation. Donc ça induit un rapport au monde et à la nature en général. Et donc je voudrais que peut-être vous nous expliquiez un petit peu la chronologie des rapports à la nature successifs qu'on a pu avoir. Oui, tout à fait. Il est vrai que dans mon livre, je ne rencontre pas immédiatement le thème de la nature au sens de l'environnement et du climat, ça n'est que dans les derniers chapitres que je le fais. Mais effectivement, je crois qu'il faut pouvoir resituer la question qu'a abordée mon voisin de droite à partir d'un certain nombre de visions successives en Europe, en tout cas, des rapports de l'homme avec la nature. Nous avons eu un premier moment, enfin je le dis de manière schématique, un moment d'unité, voire de fusion de l'homme avec la nature, dans les sociétés dites premières, dans les civilisations traditionnelles aussi, où l'homme ne se pense pas du tout par opposition à la nature, encore moins comme maîtrisant les phénomènes naturels, mais plutôt comme un appendice d'une nature sacralisée, voire divinisée. Même en Grèce archaïque, chez nous, en Europe, on a eu cette attitude. C'est pas seulement une attitude de pays africains ou de sud-américains. Et alors, évidemment, ça, c'est une perspective moniste, comme on dit. C'est-à-dire, finalement, tout est un, monos, en grec, ça signifie. Donc, nous devons vivre en unité, c'est une éthique aussi, pas seulement une religion. Et à cela, alors, a succédé, évidemment, une autre attitude, induite en particulier par le christianisme, il faut bien le reconnaître, qui a pensé la nature comme une création par un Dieu transcendant et tout-puissant, qui est donc à donner. Alors là, ça a bousculé complètement les habitudes des philosophes et des scientifiques. Ça induit l'idée d'un dualisme, justement, qu'on retrouve en particulier chez Descartes, mais il ne faut pas dire que c'est la faute à Descartes, comme on dit quelquefois, c'est la faute à Rousseau pour critiquer les dérives de la démocratie. Mais c'est effectivement une seconde grande attitude qui a favorisé, qui a été positive en ce sens qu'elle a favorisé le développement des sciences et des techniques. On a commencé à pouvoir écrire la nature en langage mathématique. Voilà, c'est ça. Mais il y avait une vision préalable à la fois religieuse et métaphysique qui avait lancé une vision globale du monde, des rapports de l'homme, puisque vous posez la question, et de la nature qui était derrière tout ça. Alors évidemment, ça induit un certain nombre de comportements exploitants et agressifs à l'égard de la nature jusqu'au 19e siècle, même jusqu'au début du 20e siècle, où alors on s'est rendu compte peu à peu des méfaits, bien sûr, que nous connaissons. Et les premiers philosophes, il y a eu quelques philosophes, notamment en Allemagne, Hans Jonas, qui a publié donc, dans les années 60 du XXe siècle, un livre qui est à la fois une réflexion critique sur cette conception dualiste qui sépare l'homme de la nature, mais qui donne à l'homme comme esprit, puisqu'il y a un dualisme là, la possibilité de dominer la nature. Et chez Descartes, c'est évidemment lié à la théologie, puisque c'est Dieu qui crée la nature, et donc qui crée l'homme à son image. Et évidemment... Et en même temps, Dieu étant renvoyé au ciel, c'est-à-dire assez loin de la nature, ça permet d'avoir une attitude pour exploiter la nature, alors qu'avant on la craignait autant qu'on la respectait. C'est ça. Et donc ce philosophe nous met dans cette situation qui est la nôtre, c'est-à-dire de retrouver un lien beaucoup plus difficile à réétablir, un lien d'unité de l'homme avec la nature à nouveau, mais une unité qui n'est plus une unité fusionnelle, puisque c'est une unité qui est pensée dans un contexte mondial, et donc du point de vue des mentalités, cette unité est à chercher dans le respect du pluralisme des visions du monde, du multiculturalisme, puisque maintenant on ne peut plus dire qu'une seule vision du monde, qu'elle soit religieuse, comme le christianisme l'a été, il a été mondialisé d'une certaine manière. Il faut donc à travers, c'est un peu ma position, celle que j'essaie de dégager à la fin du livre, je crois que c'est à travers un dialogue interculturel, un dialogue argumenté bien sûr, où chaque partenaire